de suite passer la parole à Patrick Pierron et on reparlera de l'eau puisque Patrick Pierron se bat depuis beaucoup d'années et je fais aussi partie de ça pour fixer à nouveau les populations dans le désert grâce à des systèmes d'approvisionnement en eau, de recueil de l'eau et donc de replantation des oliviers. Et aujourd'hui, on se heurte à la dictature tunisienne une fois de plus, puisqu'on a commencé par la Tunisie. Et on n'avait pas encore évoqué cette autre région du monde, qu'est le pourtour méditerranéen. Patrick Pierron travaille, il est là, il revient d'Argentine, il est constamment en Argentine. Vous voyez, le Geste d'Or est implanté un peu partout. Et je voudrais que tu m'implantes à Buenos Aires, qui est une ville haussmannienne. Mais vas-y, à toi. Et après ça, on répondra à des questions. C'est intéressant, c'est prévu de toute façon de porter aussi ces projets de lutte contre la désertification dans ces terres australes. Bien, écoutez, bonsoir. Je vais essayer d'être bref. Patrick Pierron a eu le seul prix Bachelard du Geste d'Or. Je tiens beaucoup à Bachelard. Je ne suis que l'héritier Malraux, mais j'aurais bien aimé être héritier Bachelard. C'est-à-dire vraiment l'art de comprendre les énergies et les éléments. À toi. Il est donc géologue. Merci Pascal. Alors là j'ai pris très rapidement une présentation que j'avais faite à l'époque pour l'AFD quand on cherchait, et on cherche toujours d'ailleurs les crédits pour réaliser nos projets. En Tunisie ? En Tunisie notamment. Et voilà, donc je vais vous présenter ça assez rapidement en essayant d'aller à l'essentiel. Alors comment ça se produit, comment ça se passe en fait, qu'en est-il de la connaissance, de la compréhension du phénomène de désertification dans le monde? Eh ben, écoutez, vous savez que le monde devient un désert, hein, vous êtes quand même au courant. Il y a franchement pas grand-chose. On a d'un côté une volonté politico-administrative un peu désaxée dans le style One Planet, et puis en face une certaine connaissance, une certaine conscience du problème et surtout beaucoup d'humour noir à mettre en face, quoi. Donc dans la litanie des COP et de ce genre de choses, et effectivement on va pas sortir grand chose. Je termine de me présenter rapidement. Je suis géologue minier, j'ai bossé sur d'abord avec les mines de Passas d'Alsace, ensuite avec Lafarge pour le développement international des entreprises françaises. Et ça fait 15 ans que j'ai monté mon propre bureau d'études avec un petit chiffre d'affaires, un focus surtout sur l'Afrique et l'Amérique du Sud et sur le développement durable, c'est-à-dire les questions de réhabilitation de mines, de carrières, les problèmes de sites et sols pollués, de gestion des déchets, la géothermie qui m'a emmené en Argentine, et le projet Plante dont je vais vous parler maintenant, qui est un projet de lutte contre la désertification. Pour planter le décor complètement, on parle de réchauffement climatique, j'aurais plutôt tendance à parler de dérive climatique, puisque c'est plus ce dont il s'agit effectivement. Donc ça c'est ma présentation, et là voilà on attaque dans le dur, donc avec cette fameuse corrélation. L'Holocène a précédé l'Anthropocène, qui elle-même ayant disparu, maintenant nous en sommes à l'Économocène. Voilà. Par mon intervention. Mais l'Holocène, c'était le nom précédent, Holos, qui veut dire tout entier, n'est-ce pas? Alors l'Holocène commence il y a 12 000 ans, Pangamos, oui, 12 000 ans à peu près. Alors ça c'est un peu le cœur du débat, cette affaire de l'optimum Holocène, puisque on était jusqu'à de l'ordre de 1 à 3 degrés de plus que l'actuel, en moyenne, sur une période assez longue. Et il s'avère que sur cette période, la planète était quasiment verte d'un pôle à l'autre. Donc voilà, c'est une chose qui est un peu compliquée à comprendre, vu que si elle était verte d'un pôle à l'autre, ça veut dire que pratiquement tout le carbone était sous forme végétale, stocké. Hein, et donc il n'y avait pas de problème alors de toute façon, passer de 250 ppm à 400 ppm dans l'atmosphère, c'est-à-dire de 0,0
2% à 0,04%, faudra m'expliquer comment ça peut changer le climat. Donc en fait, ce qui est sous-jacent à ça, parce que les histoires de CO2, c'est uniquement pour créer de la taxe et créer un business. Le sous-jacent de ça, c'est la désertification accélérée de la planète. Et ça, c'est vraiment notre grand problème, mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Et alors ça a été théorisé par un certain Erhardt dans les années 50, qui a sorti ce qu'on appelle encore la théorie de la biorésistasie. C'est-à-dire il oppose deux états de la planète, un état de biostasie où le vivant s'exprime au maximum et colonise l'ensemble de la planète, en particulier le végétal. Hein. Bon, les arbres ont 500 millions d'années d'avance sur nous pour contrôler le climat. Et la réxistasie, c'est-à-dire la perte de contrôle du vivant sur la planète, qui se traduit par une désertification rapide. Et tout ça, on le lit dans les séquences sédimentaires qu'on retrouve dans les lacs ou dans les océans. Donc c'est des cycles naturels qui sont déclenchés soit par un phénomène éruptif ou une chute de météorite, quelque chose comme ça, mais c'est relativement naturel. Donc biorésistasie et Erhardt, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ça dans la littérature. On va parler d'hydrosphère. Alors l'hydrosphère, vous voyez l'écorché, enfin non, l'asséché de notre globe terrestre là-haut en face, et vous voyez la petite sphère bleue là, c'est ce qu'on appelle l'hydrosphère. C'est-à-dire que dans cette petite goutte là, il y a l'ensemble de l'eau des océans plus le reste. Et voilà, l'hydrosphère, on a mal sorti la photo. Donc on a une planète qui fait 510 millions de kilomètres carrés, sur laquelle l'hydrosphère représente 1,5 milliard de kilomètres cubes. D'accord ? Et de ces 1,5 milliard de kilomètres cubes, il y a 15 millions de kilomètres cubes qui sont dans l'atmosphère. 15 millions de kilomètres cubes. 15 000 kilomètres cubes, excusez-moi. 15 000 kilomètres cubes, ce qui correspond peu ou prou à toutes les eaux souterraines. C'est-à-dire que, en fait, l'hydrosphère continentale, au niveau des bon, mis à part les océans qui représentent 97% de la masse d'eau, hein, le reste est soit dans les sols et le sous-sol proche pour 15 000 km3, et soit dans l'atmosphère. Donc la vie est en fait concentrée dans ces 30 000 km3 d'eau. Alors, bon, qu'est-ce qui est important ? L'important, c'est évidemment de préserver cette ressource qui est très rare, hein, et de respecter aussi son cycle. Et qui est stable, qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas, non. Bon, il n'y a rien à faire pour la diminuer ni pour l'augmenter. Sauf à prendre une comète sur la tête ou... les 30 000 mètres... Les 30 000 km3, c'est stable depuis toujours. Oui, ouais. Enfin, depuis l'évolution de... Voilà. Oui, en fait, c'est le vivant, c'est la forêt qui permet de stocker plus d'eau. On voit ça, par exemple, si vous regardez au Vietnam, dans le nord du Vietnam, il y a des sols hydromorphes qui sont développés sur une trentaine de mètres, avec une très faible densité. Et là-dedans, il y a jusqu'à 80% d'eau, quoi, dans ces profils de sol. Et ces profils, ils évoluent par la réxistasie, donc en système désertique, ils évoluent vers des sols latéritiques où il n'y a quasiment plus rien. Donc c'est ça le jeu de la végétation dans le... Ce qui signifie que toute l'eau est en l'air. Oui. Et ce qui signifie tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, en France, l'eau est devenue une verticale transcendante. Je ne peux pas mieux l'appeler. Bon, voilà, on peut regarder ça de façon
humoristique, encore que c'est pas très rigolo. Mais ça, là, ce que vous voyez, l'évolution prévue de l'Afrique à 1000 ans, en fait, ça risque de se produire beaucoup plus tôt que ça. Vous voyez la partie désertique qui s'accroît à la fois au nord et au sud de l'Afrique. Bon, évidemment, la forêt intertropicale qui disparaît en partie, et le niveau des mers qui augmente. Voilà. Et ça risque d'arriver beaucoup plus tôt. Donc, pour vous donner un chiffre, hein, la désertification, c'est 10 millions d'hectares qui sont perdus tous les ans. 10 millions d'hectares, c'est un cinquième de la France ou un cinquième de l'Espagne. C'est relativement énorme. Alors, on va parler de la Tunisie, et là, je suis plus précis sur la façon dont on regarde les choses. Vous avez une carte à gauche qui représente les isoïètes, c'est-à-dire les lignes de même impluvium. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 50 ans, les isoïètes sont remontés d'à peu près 50 km. Donc là où il pleuvait 200 mm il y a 50 ans, il ne pleut plus que 100 mm maintenant. C'est la zone sud dans laquelle on travaille. Et si on regarde... voilà, ça ne va pas marcher. Là, vous voyez, là, on a un projet de recharge vers l'île de Djerba. Vous voyez, dans cette zone-là, il y a un projet de recharge qu'on va regarder un peu plus en détail. Et dans cette zone-là, c'est le petit bassin de Zeuskoutine qui fait 1300 km². Le déficit hydrique, on a un projet de recharge vers l'île de Djerba. Vous voyez, dans cette zone-là, il y a un projet de recharge qu'on va regarder un peu plus en détail. Et dans cette zone-là, c'est le petit bassin de Zeuskoutine qui fait 1300 km². Le déficit hydrique. Je vous montre là-bas vous la voyez derrière d'ailleurs. Moi je la vois là-bas, mais vous la voyez derrière. Une olivier à Gabès. Donc là c'est traditionnel. Hein, on plante les oliviers à raison de 100 pieds par hectare, et on fait de l'irrigation. Et pour irriguer, on pompe dans la nappe superficielle. On la rabat. L'eau salée de mer rentre en biseau par là-dessous, et dans 15 ans, 20 ans, tout ça sera un désert si on fait rien, parce qu'il n'y a pas suffisamment de recharge de ces nappes pour permettre de les stabiliser. Donc là, on est en train de bouffer le capital, comme on l'a fait en Libye, comme on l'a fait en Arabie Saoudite, où on a fait des zones de culture. Vous avez vu déjà ces grands cercles là. Donc on met un puits au milieu, on arrose, et puis quand l'eau devient salée, tout devient blanc et c'est terminé, on a fini. Voilà, donc ça c'est la côte libyenne, c'est l'Arabie, etc. Voilà, donc c'est le problème actuel dans ces zones. Voilà, c'est ça. Alors le projet plante. Bon, c'est une méthode innovante, encore que pas exceptionnellement sophistiquée. C'est une approche surtout une approche industrielle, une approche de terrain, un fort ancrage humain avec les populations locales, et une démarche qui est complètement ouverte, puisqu'on veut mobiliser les gens sur ce type de pratique. Alors, de quoi il s'agit? En fait, on veut utiliser les explosifs pour créer des capacités de rétention d'eau là où il n'y en a plus, là où les sols ont été lessivés dans les zones arides, et aussi pour aider à l'infiltration de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup dans les régions arides, il y a beaucoup de vallées alluviales dont l'aquifère est complètement rendu imperméable. C'est-à-dire que les remontées d'eau et l'évaporation font qu'il y a des encroûtements qui se produisent entre 0 et 3 mètres de profondeur, et qui scellent complètement ces aquifères, donc qui empêchent l'infiltration.
des eaux de pluie en particulier. Alors ça c'est la méthode la plus simple, hein, qu'on connaisse. On utilise 50 kilos d'ampho, c'est-à-dire c'est du nitrate d'ammonium, hein, qu'on utilise aussi comme engrais. C'est un explosif. On utilise 50 kilos d'ampho qu'on met en œuvre à 6 mètres de profondeur environ, et on crée un cône de roches fracturées, foisonnées, avec une perméabilité, plutôt exactement une porosité de fracture de l'ordre de 15%. Et ça permet de récupérer l'impluvium ou le ruissellement, et de stocker jusqu'à 20 à 30 mètres cubes par site forêt comme ça. Alors, les applications de ça, là je vous ai mis à côté, c'est une photo récente, là c'est dans la région de Tataouine. Mes correspondants là-bas m'ont envoyé ça parce qu'il n'y a plus la semaine dernière. Et vous voyez le petit oued qui s'est mis à couler là dans le désert. Donc les applications, c'est d'abord les plantations et la forestation. Les plantations, avec les gens là-bas, ce qui les intéresse, c'est les arbres de rapport, les oliviers, les palmiers, les figuiers. Hein. Mais on peut aller plus loin, et dans les zones de pâturage plus loin des villages, on peut replanter de l'acacia, qui est certainement l'arbre le plus adapté dans ces conditions-là. On peut aussi, à l'explosif, créer des citernes dans les rochers, en particulier dans cette zone-là. Il y a un très gros massif de gypse qui est étanche, et dans lequel on peut facilement créer des réserves, des citernes. Et enfin, ce dont je vous parlais juste à l'instant, créer des casiers d'épandage de crues à fond miné dans les vallées des oueds. Donc ça permet deux choses. Ça permet d'infiltrer l'eau, et ça permet de diminuer la salure des eaux souterraines, parce que tous les aquifères proches de la surface, c'est même l'aquifère le plus important dans cette zone-là. Qu'est-ce qui s'est passé là ? L'aquifère le plus important dans cette zone-là, c'est ce qu'on appelle le continental terminal, qui est à peu près à 500 mètres de profondeur. Et c'est des eaux qui sont légèrement saumâtres, hein, à 3-4 grammes litres en équivalent NaCl. Et on peut les utiliser en agriculture, en irrigation, mais si on réussit à baisser la salure, on ne s'en porte que mieux, quoi. Alors, c'est d'abord des partenariats, ce projet. Là, on a évidemment travaillé avec le soutien local des associations de paysans, mais surtout avec l'IRA. L'IRA, c'est l'Institut des régions arides, qui est une émanation du ministère de l'Agriculture tunisien, un centre de recherche. Et on a avec nous les gens d'Airbus qui nous mettent gracieusement à disposition les images satellitaires pour monter nos affaires. Attic Team aussi, qui est une plateforme de gestion de projet qui nous est mise gracieusement à disposition. Et on travaille avec des porteurs d'innovation dans deux domaines essentiellement. Oui, donc avec des gens qui font de la mycorhisation. Alors la mycorhisation, c'est super intéressant parce que ça permet d'augmenter la résistance des végétaux au stress hydrique, et aussi ça leur permet de mieux supporter la salure. Donc le principe, c'est de mettre en symbiose au niveau des racines des bactéries et des champignons, et ça améliore notoirement les rendements, quoi. Donc l'idée, c'est en fait d'apporter, tant qu'on y est, d'apporter le meilleur qu'on puisse apporter dans ces zones-là, à la fois dans le choix des espèces végétales, dans leur traitement, et aussi dans tout ce qui est innovation avec le groupe Brunet, qui est porteur d'innovation en matière
d'habitat et de gestion de l'énergie en général. Comme ça fait des années qu'on se bat pour ça, Oui. avec la nouvelle dictature là, qui est de nouveau présente, comment ça marche? On a des chances de le réaliser parce que ce dont tu ne parles pas, c'est aussi du rendement, de la fixation des populations. Oui. Parce que évidemment, c'est extrêmement rentable si à travers ces cavités, ces cavités d'épandage, on peut récolter l'eau. En même temps, vous avez vu, c'est un double effet. Ça permet de cultiver et en même temps de revenir sur la salure. Sachant que la France tout entière devient salée. Hein, c'est un autre problème sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. La suppression de l'arbre isolé dans les champs, dont la téléonomie est de 200 mètres autour de l'arbre et qui permet de contrôler les montées et descentes des eaux en système diurne et nocturne. Il se trouve qu'aujourd'hui, les problèmes de ionisation contribuent au salement progressif de toute la planète France. Par ailleurs, plus vous plantez de forêts, plus vous avez les eaux souterraines qui vont à la mer. C'est une catastrophe, les forêts, hein, par rapport à la manipulation des eaux souterraines. Nous avons en France beaucoup plus de fleuves souterrains que de fleuves visibles. Et en fait, toute la France devient salée. C'est-à-dire qu'on est promis au désert quand même. Je le dis carrément aux agriculteurs, aux forestiers. On le sait, et il y a quelques centaines d'années, nous serons un désert. Le désert, il est déjà à la moitié de l'Espagne. La moitié sud, très vite. La moitié sud de l'Espagne ne vit que parce qu'il y a des transferts massifs d'eau depuis le nord. La limite du désert, elle est à Madrid, hein, ou même un peu encore plus au nord. Voilà. Alors aujourd'hui, ça fait des années qu'on se bat pour ce projet en Tunisie. C'est quelque chose comme 15 ans, 20 ans? Non, quand même pas. Bah si, 15 ans. Ouais, depuis 2016, hein, on a commencé en 2016. Oui, 10 ans. 10 ans. 10 ans, et qu'est-ce qu'on a avancé en 10 ans? Je dis ça parce que je crois qu'à travers Jean-Jacques Rousseau, crisis voulait dire en grec révélation, dévoilement, et ensuite Jean-Jacques Rousseau a changé le sens du mot crise, parce que la révolution arrivait, il en a fait l'urgence. Alors aujourd'hui, on est à la fois dans la crise révélation et dans la crise urgence. Alors aujourd'hui, politiquement, on en est où? Politiquement, oui. Alors on vit toujours d'espoir là-bas, parce que les ministres tournent à un rythme tel qu'on n'a pas. Il y a 2 ministres par an. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Marqué en Bulgarie, on en est aux 6e élections en 2 ans. Donc, là, le mois prochain, je devrais rencontrer le nouveau ministre qui, pour une fois, est un agriculteur. Enfin, celui d'avant, c'était un militaire. On va peut-être finir par réussir à s'entendre et pouvoir commencer quelque chose. Parce que bon, le projet, il est un peu à la croisée des chemins, parce qu'on a besoin de l'appui de l'appui de l'armée. Hein, puisqu'il s'agit d'utiliser des explosifs dans une zone qui est plutôt une zone considérée comme terroriste. C'est d'ailleurs pour ça que les gens de l'AFD nous ont jamais suivis là-dessus, en disant que c'était une zone de terrorisme, donc ils voulaient pas y mettre les pieds. Mais j'ai essayé de leur expliquer, de leur dire que si on réussit à reboiser, à planter des arbres dans ces zones-là. Si les jeunes trouvent à s'y implanter, à faire vivre leur famille, ils vont pas. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui fait? Je voudrais poser une question parce que je connais bien cet homme. Qu'est-ce qui fait que tu ne te désespères pas? Parce qu'on n'a simplement pas le droit de se désespérer, donc on n'est pas là pour ça. Je crois que c'est peut-être le point commun de nous tous ici, oui, c'est clair, avec des tempéraments différents. Ouais. Qu'est-ce que le geste d'or peut faire pour donner un peu plus de poids? Moi, je reste résolument optimiste. De toute façon, c'est un combat qui est un combat sans violence, parce que la violence est une perte de temps, une perte d'énergie. On n'est pas là pour être violent, on est là pour convaincre les autres. C'est la force qu'on peut avoir, c'est notre propre conviction et la capacité qu'on a oui. Sinon, réflexion. Pour revenir à votre projet, que je trouve admirable, j'ai adoré vous entendre parler de la mycorhisation. Oui. Parce qu'on sait, si vous voulez, je peux vous envoyer l'étude University of California 2022, la première étude qui a prouvé, en dehors de tout doute,
que les mycéliums mycorhiziens, Oui. Mycélium arbusculaire, pas les ectophytes, hein, les endophytes, Oui. ils agissent comme de véritables tuyaux d'irrigation. Donc, c'est des tuyaux d'irrigation miniatures qui vont chercher l'eau profondément dans le sol et qui les amènent jusqu'à la racine. Et c'est une des raisons pour lesquelles garder l'eau dans le sol est tellement important pour garder la biodiversité dans le sol, qui est tellement important pour pouvoir garder. Sûr, oui. Donc, merci parce que vous misez sur un énorme réseau d'irrigation naturelle en Oui, faisant là, ça. en fait, on essaie de recréer, Voilà. là où tout est parti, on essaie de recréer les conditions même de la vie. Une fois que l'arbre va commencer à pousser, vont suivre les graminées, les Voilà. petits oiseaux, Les vers de terre. Les bactéries, voilà. Ouais. Mais une chose qui m'inquiète dans votre projet, c'est que d'après ce que je vois, c'est la même zone où on a les pompages solaires pour les palmiers dattiers. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, les agriculteurs s'équipent en pompe pour pomper l'eau de la nappe. Et la source d'énergie, c'est des panneaux solaires. Oui. Les dates se vendent à un tel prix sur le marché qu'ils récupèrent leur investissement de panneaux solaires en 1 an. Et alors, ce qu'ils font, c'est qu'à partir de cette année-là, ils ont de l'eau gratuite, de l'énergie gratuite, puisque ça a été rentabilisé. Ils laissent la pompe allumée toute la journée. Et on peut le voir très, très bien avec les photos aériennes, ou les photos satellites. Le sol devient saturé en eau. Et donc, ils asphyxient les racines des palmiers dattiers. Et tout pourri. Et les palmiers dattiers meurent d'être trop irrigués. Absolument. Alors, sans compter le fait qu'il y a toute l'évaporation. Est-ce que c'est compatible, votre projet que je trouve admirable, est-ce que c'est compatible avec des voisins qui se comportent comme ça? Alors, déjà, on est dans un coin où il n'y a pas de voisins. Donc, les voisins, c'est comme quand on habite à côté d'un cimetière, les voisins ne sont pas gênants. Il y a Bon, si, personne. ils peuvent l'être, peut-être. Il se lève, moi qui ai l'habitude des vampires. Donc, il n'y a aucune culture de palmiers dattiers qui se repose sur des panneaux solaires qui affectent votre Non, nappe. là c'est plutôt dans les oasis, les grandes oasis qui ont été créées par l'armée française à l'époque, vers là où ils ont tourné le film, là, vous savez comment ça s'appelle, là, Star Wars. Dans ces coins-là, voilà. Donc, dans ces coins-là, il y a des grandes palmeraies autour du Djebel, je vais y arriver, du Châtel Djerid. C'est lui ou c'est pas Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Bon. Non, nous, on est. Alors, je vais vous montrer où on est exactement, là. On est ici dans cette zone. Donc, là, vous voyez l'île de Djerba. Avec la Sep Krael Mela, là, qu'on voit ici, qui est un lac salé. Et nous, on est dans la région de Tataouine, là-bas, en bas, là. Tout à fait en bas. Ouais, tout à fait en bas. Donc, voilà encore. Oui, alors vous voyez, les voisins ne sont pas gênants, puisque bon, on a le village de Biramir, là, qui se trouve au milieu. Là, il y a tout de suite 50 âmes, là. Et il y a 2 petits périmètres irrigués qu'on voit au long de la route, là. Par contre, il y a tout un grand bassin versant qui est drainé vers cette vallée. Et là, on a un aquifère qui est à peu près à 40 mètres de profondeur et qui est à 6 grammes litres d'équivalent NaCl. Donc, on ne peut pas utiliser pratiquement en irrigation. Et l'idée, c'est justement de faire... Alors, on va voir ça par la suite. Voilà, le village de Biramir. Vous voyez, c'est pas énorme. Voilà, ça c'est le détail des zones sur lesquelles on va implanter des tirs d'essai. On crée des citernes, ça on en parlera après, c'est dans le grand massif de gypse. Voilà. L'idée c'est de faire de la recharge assistée d'aquifères en créant des casiers d'épandage de crues pendant les crues d'Oued, hein, de manière à Quelle est la contenance d'un casier? Alors, là, c'est dans l'exemple que j'ai pris, là, il fait à peu près 20 hectares. Hein, et bon, si on peut par crue, si on remplit ce casier de 500 mm d'eau qu'on va infiltrer, on peut gagner 90 000 mètres cubes. Voilà. Donc, alors pour l'instant, ils ont fait quelques essais de puits vers l'aquifère dans le lit mineur.
Mais c'est des coups d'épingle. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ce qui est expliqué ici sur ce petit schéma-là. Vous voyez, on a le ruissellement qui produit la crue de l'Oued. Bon, c'est des eaux qui sont assez chargées en sédiments, hein. Donc il faut les décanter avant de rentrer dans notre système où on a en fait fait des tirs assez rapprochés de manière à ce que les cônes se connectent entre eux et permettent une meilleure infiltration vers en dessous des encroûtements calcaires là, que j'ai figurés là. C'est les calcrètes qu'on trouve à 2-3 mètres de profondeur et qui empêchent totalement l'aquifère en dessous de se recharger. Après, l'eau, elle redescend vers l'aquifère et cette eau-là, on peut la repomper à 5, 10, 20 km en aval avec une salure moindre puisqu'on aura baissé la teneur en sel. Donc, en fait, on double l'espérance de vie de la zone en faisant ça, quoi. Mais est-ce que vous avez fait des démonstrateurs ? C'est précisément ce qu'on voudrait faire. On voudrait faire ces pilotes de manière à tout mesurer. On veut mesurer à la fois la capacité des... Mais pourquoi si dans votre zone c'est compliqué, pourquoi vous ne faites pas un démonstrateur autre part pour pouvoir démontrer que vous pouvez après le passer en scalabilité? C'est prévu qu'on fasse un démonstrateur dans les carrières du Djebel El Assas à côté de Tunis. Et votre produit, cette technique-là, elle est répétable sur d'autres zones? Oui, parfaitement. Oui, d'autres zones. Oui, Donc oui. pourquoi vous n'allez pas faire ça en Arabie Saoudite? Vous faites un projet en Arabie Saoudite et vous revenez après en Tunisie. La Tunisie, le Lyon-Zarzis, ça coûte 50 € et ça prend 2 heures. Lyon, je travaille à Lyon, mon bureau est à Lyon, donc de Lyon à Zarzis, c'est à la fois une proximité physique et une proximité culturelle. Oui, tu peux expliquer pourquoi tu es lié à la Tunisie quand même. Oui, la Tunisie, moi j'y ai travaillé plus de 10 ans en Tunisie. Et, oui. On a tous des affinités, des territoires. Et c'est l'occasion. Il y a beaucoup d'immigrés tunisiens là où je vis aussi. En France, beaucoup. Et puis, c'est un pays de grande civilisation. Il ne faut quand même pas oublier tout à fait ça. C'est sûr qu'on pourrait faire ça aussi en Arabie Saoudite, mais bon, les besoins ne sont pas les mêmes là-bas, les intérêts non plus. Voilà. Bon, merci à toi. Merci beaucoup.